Eh bien, aujourd'hui marque le 50e anniversaire de ce qui allait devenir l'un des reportages les plus controversés de la guerre du Vietnam. Safer, qui était en poste au Vietnam, suivait les Marines américains. La guerre du Vietnam était un conflit brutal et chaotique. Mais ce qui est encore plus effrayant, ce sont les choses étranges et troublantes qui sont devenues partie intégrante de la routine quotidienne. Des produits chimiques toxiques aux pratiques horribles sur le champ de bataille, certaines des réalités les plus obsédantes de la guerre étaient de considérer comme normales à l'époque. Quels étaient ces phénomènes étranges et dérangeants qui se sont déroulés pendant la guerre du Vietnam? Jetons un œil à 15 choses effrayantes qui étaient scandaleusement courantes. Pulvérisation d'agents orange. L'une des pratiques les plus infâmes et les plus horribles de la guerre du Vietnam était l'utilisation généralisée de l'agent orange, un herbicide toxique utilisé par les forces américaines. L'objectif principal était de détruire l'épaisse canopée de la jungle qui fournissait une couverture aux soldats nord-vietnamiens et Viet Cong. Cependant, l'agent orange a fait bien plus que simplement défricher les forêts. Il a laissé derrière lui un héritage dévastateur qui hante encore des millions de personnes aujourd'hui. Les conséquences dévastatrices de cette guerre sont encore présentes aujourd'hui dans des millions de pays. Entre 1961 et 1971, l'armée américaine a pulvérisé environ 21 millions de gallons d'herbicide au Vietnam, au Cambodge et au Laos. L'agent orange contenait de la dioxine, un composé chimique aujourd'hui reconnu comme hautement toxique et cancérigène. Les effets immédiats ont été dramatiques. Les forêts ont dépéri, les récoltes sont mortes et le paysage a été altéré de manière permanente. Cette destruction avait pour but de couper l'approvisionnement alimentaire de l'ennemi et de limiter sa capacité à se cacher et à manœuvrer dans la jungle dense. Mais l'environnement n'a pas été le seul à souffrir. Les conséquences à long terme sur la santé des Vietnamiens et des vétérans américains ont été catastrophiques. Pour la population locale, l'exposition à l'agent orange a entraîné toute une série de problèmes de santé graves, notamment des cancers, des malformations congénitales et des troubles neurologiques. Des générations d'enfants nés après la guerre ont été touchés, dont beaucoup souffraient de handicaps congénitaux liés à la dioxine contenue dans l'agent orange. Les villages exposés à ce produit chimique sont devenus des foyers de crise sanitaire, transformant des communautés autrefois prospères en témoins tragiques des ravages de la guerre. Les soldats américains qui ont manipulé ou ont été exposés à l'agent orange n'ont pas non plus été épargnés. De nombreux vétérans ont développé de graves problèmes de santé, allant de diverses formes de cancer à des problèmes respiratoires. Pendant des années, le gouvernement américain a nié le lien entre l'agent orange et ces maladies, laissant les vétérans sans soins ni reconnaissance appropriée. Ce n'est que des décennies plus tard que le gouvernement a commencé à offrir une compensation et un soutien aux personnes touchées, mais le mal était déjà fait. Le nombre de morts comme indicateur de réussite. Dans la guerre du Vietnam, le succès militaire n'était bizarrement pas mesuré par la conquête de territoires ou les gains stratégiques, mais par le nombre de morts, le nombre de soldats ennemis tués. Cette mesure horrible et froide est rapidement devenue la norme pour déterminer le bon déroulement d'une mission, souvent au détriment de la logique, de l'éthique et de la stratégie. L'idée était simple. Si les forces américaines pouvaient tuer suffisamment de soldats nord-vietnamiens et Viet Cong, elles pourraient gagner la guerre par pure attrition. Mais cette focalisation sur les chiffres a conduit à des tactiques de champ de bataille déformées. Les soldats étaient incités à gonfler le nombre de morts, en incluant souvent des civils ou des blessés dans le décompte, juste pour augmenter les chiffres. Cette pratique était non seulement profondément erronée, mais aussi inhumaine, car elle conduisait à des bombardements excessifs, voire aveugles, de zones peuplées de civils. Pire encore, cette obsession du décompte des morts a conduit les commandants à donner la priorité aux missions où l'on s'attendait à un nombre élevé de victimes, plutôt qu'aux opérations stratégiquement importantes. Plus le nombre de morts était élevé, plus la mission était jugée réussie. Cela a également créé un état d'esprit parmi les soldats, où les vies humaines, tant ennemies que civiles, n'étaient en que des chiffres sur un rapport. L'absence d'objectifs clairs au-delà de l'augmentation du nombre de morts n'a fait qu'aggraver la confusion et la brutalité de la guerre, laissant derrière elle un héritage de chiffres gonflés et d'atrocités généralisées. L'enrôlement des adolescents.
Pendant la guerre du Vietnam, des jeunes hommes étaient enrôlés dans l'armée, beaucoup d'entre eux ayant à peine 18 ans. Pour beaucoup, la première véritable introduction au monde extérieur à leur petite ville ou village a été les zones de combat brutales du Vietnam. Le service militaire, connu sous le nom de Selective Service System, sélectionnait au hasard des hommes pour rejoindre l'armée, souvent sans tenir compte de leur situation personnelle ou de leur préparation à la guerre. Ce qui rendait cette situation particulièrement troublante était le manque de préparation dont bénéficiaient ces adolescents avant d'être plongés dans l'un des conflits les plus violents et les plus complexes du XXe siècle. Beaucoup avaient reçu une formation minimale et ne comprenaient pratiquement pas les raisons politiques de la guerre. La plupart étaient simplement des jeunes hommes effrayés, confrontés à une réalité bien différente de tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Dans de nombreux cas, ils étaient envoyés au cœur de la bataille, chargés de combattre dans des jungles denses contre un ennemi qui, selon eux, n'était pas prêt à se battre. Ils ont à peine compris. L'expérience de la conscription était traumatisante en soi. Les protestations contre la conscription ont déferlé à travers les États-Unis alors que les familles regardaient leurs fils, frères et amis partir pour le Vietnam, sans savoir s'ils reviendraient un jour. La guerre a touché de manière disproportionnée les familles armées de la classe ouvrière, car les personnes les plus riches ont souvent trouvé des moyens d'éviter la conscription en reportant leurs études universitaires ou en profitant d'autres échappatoires. Ce déséquilibre a ajouté au ressentiment envers le gouvernement et l'effort de guerre. Pour ceux qui y sont allés, le bilan psychologique a été énorme. Beaucoup de ces jeunes hommes sont rentrés chez eux changés, physiquement ou mentalement marqués par les horreurs dont ils ont été témoins. Certains ont lutté contre le syndrome de stress post-traumatique, d'autres contre la toxicomanie, et beaucoup ont eu du mal à se réinsérer dans la société. La conscription d'adolescents dans une guerre aussi brutale et controversée a laissé de profondes cicatrices sur toute une génération, ce qui en fait l'un des aspects les plus troublants de la guerre du Vietnam. Bombardement au napalm. La guerre du Vietnam a vu l'utilisation généralisée du napalm, un gel hautement inflammable qui s'accrochait à tout ce qu'il touchait, brûlant à des températures pouvant faire fondre l'acier. Les bombes au napalm ont été larguées sur les villages, la jungle et les positions ennemies avec des effets dévastateurs. La substance était conçue pour coller à la peau, aux arbres et aux bâtiments, brûlant sans relâche. Pour ceux qui se trouvaient sur son passage, l'expérience était tout simplement horrible. Les soldats comme les civils souffraient de brûlures horribles qu'aucune quantité d'eau ne pouvait éteindre. L'image des conséquences du napalm est gravée dans la mémoire collective de la guerre, avec certaines des photographies les plus emblématiques et les plus dérangeantes montrant des enfants et des civils fuyant les flammes. Une photographie en particulier, celle d'une jeune fille fuyant nue après une frappe au napalm, est devenue l'un des symboles les plus obsédants de la brutalité de la guerre. Ces images ont suscité l'indignation mondiale et ont fait comprendre le coût humain terrifiant de ces armes. Mais le napalm n'était pas seulement utilisé pour nettoyer la jungle. C'était aussi une arme psychologique. La vue et l'odeur des frappes au napalm étaient destinées à démoraliser les soldats et les civils ennemis, instillant un sentiment de peur qui allait bien au-delà des dommages physiques. Pour ceux qui ont survécu aux attaques au napalm, le traumatisme d'avoir été témoin de telles destructions a été durable. L'utilisation du napalm est devenue l'un des aspects les plus controversés de la guerre, déclenchant des manifestations anti-guerre dans le monde entier. Bien qu'il ait été salué comme un outil efficace dans la lutte contre le Viet Cong, la nature aveugle de sa destruction a conduit de nombreuses personnes à remettre en question sa moralité. Après la guerre du Vietnam, l'utilisation du napalm a été fortement restreinte, mais son héritage est une arme de peur et de dévastation. Les zones de tir libre. Une autre pratique troublante pendant la guerre du Vietnam était la désignation de zones de tir libre. Il s'agissait de zones où les forces américaines étaient autorisées à tirer sur tout ce qui bougeait, en supposant que toute personne présente était un combattant ennemi. En théorie, ces zones étaient établies dans des zones fortement occupées par les forces nord-vietnamiennes ou les Viet Cong. En réalité, bon nombre de ces zones étaient peuplées de civils, transformant des villages entiers en cibles. Le concept de zone de tir libre effaçait essentiellement la distinction entre soldats et civils. Toute personne ayant la malchance d'être prise dans ces zones, qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'enfants
ou de villageois âgés risquaient d'être abattus ou bombardés. Cela a conduit à des incidents tragiques avec de nombreuses victimes civiles, les troupes étant encouragées à tirer d'abord et à poser des questions plus tard. L'incertitude quant à savoir qui était ami ou ennemi dans une guerre sans ligne de front claire rendait ces zones incroyablement dangereuses pour toutes les personnes impliquées. La désignation de zones de tir libre encourageait également les soldats à utiliser une force écrasante sans retenue. Les villages soupçonnés d'abriter des forces ennemies étaient souvent anéantis, que des civils soient présents ou non. La destruction des maisons, des terres agricoles et des vies dans ces zones a alourdi le bilan humain immense de la guerre. Cette pratique a contribué à l'érosion de la confiance entre la population vietnamienne locale et les forces américaines. Les civils pris au milieu du conflit se sont souvent retrouvés sans endroit sûr où aller, sachant qu'ils pouvaient être tués s'ils s'aventuraient dans une zone de tir libre. La violence aveugle dans ces zones est devenue l'un des aspects les plus sombres et les plus effrayants de la guerre, montrant comment des régions entières sont devenues des pièges mortels en raison des règles d'engagement laxistes. Empoisonnement à l'agent bleu. Alors que l'agent orange est souvent l'herbicide le plus tristement célèbre associé à la guerre du Vietnam, l'agent bleu était un autre produit chimique toxique largement utilisé par les forces américaines, et son objectif était tout aussi dévastateur. Contrairement à l'agent orange, qui était conçu pour éliminer le feuillage et la couverture forestière, l'agent bleu était principalement utilisé pour cibler les cultures, en particulier les rizières, qui étaient la principale source de nourriture des forces nord-vietnamiennes et du Viet Cong. L'objectif était simple, mais affamer l'ennemi en détruisant son approvisionnement alimentaire. L'agent bleu contenait des composés à base d'arsenic qui tuaient les récoltes en les desséchant. Il était pulvérisé depuis des avions, des hélicoptères et des bateaux, recouvrant de vastes zones de terres agricoles de produits chimiques toxiques. Pour l'armée américaine, c'était un moyen d'affaiblir l'effort de guerre de l'ennemi en le privant de nourriture, ce qui l'empêchait de poursuivre ses opérations. Mais comme tant de tactiques utilisées pendant la guerre du Vietnam, les effets de l'agent bleu furent indiscriminés. La population vietnamienne, en particulier dans les zones rurales, dépendait fortement du riz pour sa survie. En ciblant les rizières, les forces américaines n'ont pas seulement affecté les soldats ennemis, elles ont également plongé d'innombrables civils dans la famine. La destruction des récoltes a dévasté les communautés locales, où les familles n'avaient souvent pas d'autres sources de nourriture. Le bilan de la guerre ne se mesurait pas seulement en balles et en bombes, mais aussi en une mort lente et rampante, provoquée par la faim. Les effets à long terme de l'agent bleu ont également été catastrophiques pour l'environnement. Même après la guerre, une grande partie des terres qui avaient été traitées restèrent contaminées, incapables de produire des récoltes saines pendant des années. Les villages qui prospéraient autrefois grâce à la riziculture se retrouvèrent sans ressources, ce qui aggrava la crise alimentaire d'après-guerre pour le peuple vietnamien. Si l'armée américaine considérait l'agent bleu comme un outil efficace pour perturber la logistique ennemie, son impact sur les civils fut profond et tragique. Pour beaucoup, il s'agissait d'un exemple clair de la manière dont la guerre punissait sans discrimination les innocents. L'utilisation d'herbicides comme l'agent bleu a montré l'ampleur des conséquences de la guerre, affectant non seulement les soldats sur le champ de bataille, mais aussi des communautés entières luttant pour survivre à la destruction environnementale qu'elle laissait derrière elle. Massacre de My Lai. Le massacre de My Lai est l'un des moments les plus sombres de la guerre du Vietnam, incarnant la brutalité et l'effondrement moral plus large qui ont caractérisé une grande partie du conflit. Le 16 mars 1968, dans le petit village de My Lai, des soldats américains de la compagnie Charlie ont mené une attaque qui a entraîné le massacre de centaines de civils vietnamiens non armés, dont la plupart étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ce massacre a été d'autant plus horrible qu'il a été perpétré de sang-froid. Les villageois ont été alignés, abattus et abandonnés dans des fossés, et de nombreuses femmes ont été agressées sexuellement avant d'être assassinées. Les soldats avaient été envoyés en mission de recherche et de destruction, pensant que le village abritait des combattants du Viet Cong. Cependant, à leur arrivée, ils n'ont trouvé aucune résistance armée, seulement des civils. Malgré cela, les ordres de tuer ont été exécutés et le massacre s'est déroulé sur plusieurs heures. La violence a été, le massacre fut aveugle,
et des familles entières furent exterminées. Le massacre aurait pu passer inaperçu sans le courage de quelques individus qui s'exprimèrent. Un pilote d'hélicoptère nommé Hugh Thompson, qui avait assisté au massacre d'en haut, fit atterrir son avion entre les soldats et les civils restants, menaçant d'ouvrir le feu sur les troupes américaines si elles continuaient les massacres. L'intervention de Thompson sauva des vies et son rapport sur l'événement donna finalement lieu à une enquête. Lorsque la nouvelle du massacre éclata enfin aux États-Unis en 1969, elle provoqua une onde de choc dans l'opinion publique et attisa encore davantage le mouvement anti-guerre croissant. La brutalité de My Lai devint un symbole de l'ambiguïté morale de la guerre et des effets déshumanisants d'un conflit prolongé. Les soldats qui participèrent au massacre furent jugés, mais seul le lieutenant William Kelly, l'officier responsable, fut condamné. Sa peine initiale de prison à vie fut par la suite réduite à 20 ans, et il ne passa finalement que 3 ans et demi en résidence surveillée, ce qui ajouta à la controverse entourant l'événement. Le massacre de My Lai reste un rappel brutal des horreurs de la guerre, où des soldats ordinaires, placés dans des circonstances extrêmes, peuvent commettre des actes de violence inimaginables. Il a révélé le côté sombre de la guerre du Vietnam, où le brouillard de la guerre brouillait souvent la frontière entre le bien et le mal, et où les conséquences des actions militaires ont laissé de profondes cicatrices sur le peuple vietnamien et sur les forces américaines impliquées. Le terme Red Zipo est devenu synonyme de la tactique de la terre brûlée utilisée par les soldats américains pendant la guerre du Vietnam. Ces raids impliquaient l'incendie systématique de villages entiers, souvent d'un simple coup de briquet Zippo. L'objectif était de détruire les bastions présumés du Viet Cong, mais en réalité, ces raids se soldaient souvent par la destruction de maisons, de récoltes et de moyens de subsistance, sans égard pour les civils pris au milieu. Les troupes américaines, frustrées par la difficulté de distinguer les combattants ennemis des civils, ont eu recours à l'incendie des villages pour éliminer toute menace potentielle. Les raids étaient dévastateurs, les huttes en bambou ou en bois étaient facilement incendiées et en quelques instants, des communautés entières étaient réduites à l'état de ruines fumantes. Les soldats, équipés de leurs briquets Zippo personnels, incendiaient ces structures avec facilité, laissant les familles déplacées et souvent traumatisées. Les destructions n'étaient pas seulement physiques, ces raids ont laissé de profondes blessures psychologiques parmi le peuple vietnamien, qui a vu ses maisons et ses biens anéantis en quelques minutes. Pour les soldats américains, les raids Zippo sont devenus une routine sinistre, brouillant encore plus les lignes entre les objectifs militaires et la réalité brutale de la guerre. Ces raids rappelaient la nature déshumanisante du conflit, où les mesures extrêmes étaient normalisées et la souffrance civile devenait une conséquence acceptée de la stratégie militaire plus large. Alors que les villages brûlaient, les espoirs de gagner le cœur et l'esprit de la population locale se sont également accrus, chaque raid Zippo creusant le fossé entre les forces américaines et les personnes qu'elles étaient censées protéger. Des pièges partout. Dans les jungles denses du Vietnam, chaque pas pouvait être fatal. Les pièges posés par le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne, ANV, représentaient une menace constante pour les soldats américains. Ces pièges transformaient le terrain déjà dangereux en un champ de mines mortelles où des bâtons de punji, des fils pièges et des explosifs étaient cachés, attendant un pas ou un effleurement de main sans méfiance. Des bâtons de bambou pointus, souvent enduits de poison ou d'excréments pour provoquer une infection, étaient placés dans des fosses camouflées par des feuilles et des broussailles. Les soldats tombant dans ces pièges risquaient non seulement d'être empalés, mais aussi de souffrir à long terme d'une infection non traitée. Des fils-pièges souvent reliés à des grenades ou à d'autres explosifs étaient tendus le long des sentiers et dans les sous-bois denses, prêts à exploser à la moindre perturbation. Le coût psychologique de la navigation dans un paysage aussi périlleux était immense. Les soldats étaient obligés de se déplacer lentement, prudemment, en scrutant leur environnement à la recherche du moindre signe de danger. Chaque bruissement de feuilles, chaque pas en avant pouvait déclencher un engin mortel. Cette vigilance constante épuisait même les soldats les plus aguerris, contribuant à l'épuisement et à la paranoïa qui sont devenus les caractéristiques de l'expérience vietnamienne. L'efficacité des pièges ne résidait pas seulement dans leur capacité à tuer ou à mutiler, mais aussi dans la façon dont ils sapaient le moral.
Sachant que le danger les guettait à chaque coin de rue, les soldats vivaient dans un état de peur perpétuelle, ce qui augmentait la tension mentale du combat. Les pièges transformaient la jungle en un ennemi invisible, un environnement où le sol lui-même pouvait être votre perte. Ces dispositifs rudimentaires mais efficaces ont laissé un impact durable sur les forces américaines, qui se sont retrouvées à lutter non seulement contre le Viet Cong, mais aussi contre le terrain même sous leurs pieds. Manifestation par auto-immolation. L'une des formes de protestation les plus choquantes et visuellement obsédante pendant la guerre du Vietnam a été l'auto-immolation de moines bouddhistes. Dans un acte de résistance horrible et extrême, les moines s'immolaient dans des espaces publics, souvent devant de grandes foules et des caméras, pour protester contre la guerre et le régime oppressif du président sud-vietnamien Nguyen O Dinh Diem. Ces auto-immolations sont devenues un puissant symbole de désespoir, de sacrifice et de résistance contre la violence et l'oppression. L'auto-immolation la plus célèbre a eu lieu le 11 juin 1963, lorsque Thich Quang Duc, un moine bouddhiste respecté, s'est assis calmement dans les rues de Saigon, alors qu'on l'arrosait d'essence et qu'on l'immolait. Il était assis en position du lotus, complètement immobile, tandis que les flammes le consumaient. La photographie emblématique de son corps en feu, prise par le journaliste Malcolm Brown, a choqué le monde et est devenue une image déterminante de la guerre du 10 ans Indon Vietnam. L'événement était une protestation directe contre la persécution religieuse des bouddhistes par le gouvernement catholique de Diem, mais il a également servi à condamner plus largement la guerre elle-même et les souffrances qu'elle causait. Ces manifestations, bien qu'horribles, n'étaient pas des actes de violence envers autrui. Il s'agissait plutôt d'une forme extrême de sacrifice personnel destinée à attirer l'attention sur les injustices qui se produisaient au Vietnam. Pour les moines, l'auto-immolation était considérée comme un moyen de mettre en lumière les souffrances de leur peuple, d'appeler les publics nationaux et internationaux au changement. C'était une forme de protestation qui transcendait les manifestations traditionnelles, en utilisant le sacrifice ultime. Les manifestants ont pris le pouvoir pour faire valoir un point de vue qui ne pouvait être ignoré. Les manifestations d'auto-immolation ont laissé la communauté internationale abasourdie, soulevant de sérieuses questions sur le soutien américain au gouvernement de Diem et sur l'objectif plus large de la guerre. Les images de moines engloutis par les flammes sont devenues des symboles emblématiques des dilemmes moraux et éthiques de la guerre, montrant jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour faire entendre leur voix. Ces manifestations restent l'une des formes de dissidence les plus puissantes, les plus troublantes et les plus inoubliables de l'histoire moderne. Opération de guerre psychologique. Pendant la guerre du Vietnam, la guerre psychologique est devenue une stratégie clé utilisée par l'armée américaine pour démoraliser les forces nord-vietnamiennes et saper leur volonté de se battre. Cela a été fait par le biais de diverses tactiques visant à briser le moral des soldats et des civils, brouillant souvent les frontières entre la guerre traditionnelle et la manipulation psychologique. L'une des méthodes les plus courantes était la distribution de tracts de propagande. Ces tracts étaient largués depuis des avions au-dessus des zones contrôlées par l'ennemi, avec des messages conçus pour créer la peur, le doute et la confusion parmi la population et les soldats vietnamiens. Certains tracts promettaient la sécurité ou un meilleur traitement à ceux qui faisaient défection du côté américain, tandis que d'autres mettaient en évidence la puissance de feu écrasante des forces américaines, suggérant que la résistance était vaine. L'objectif était de faire en sorte que l'ennemi se sente isolé, dépassé en nombre et abandonné par ses dirigeants. En plus des tracts, les émissions par haut-parleurs étaient un autre outil de guerre psychologique. Les forces américaines installaient de puissants haut-parleurs dans les zones proches de l'ennemi, diffusant des messages de reddition ou diffusant des sons étranges, notamment des cris de bébés ou des gémissements de fantômes. Ces sons ont été spécifiquement choisis pour exploiter les croyances culturelles et les superstitions du peuple vietnamien qui croyait aux esprits et à l'au-delà. L'intention était de créer un sentiment de terreur et d'inévitabilité, convainquant l'ennemi qu'il était condamné s'il continuait à se battre. Guerre des tunnels. L'une des stratégies les plus ingénieuses et les plus terrifiantes utilisées par le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam était leur vaste réseau de tunnels souterrains. Ces tunnels, qui s'étendaient sur des kilomètres sous la jungle dense, ont donné au Viet Cong un avantage significatif, leur permettant de lancer des attaques surprises,
de disparaître sans laisser de traces et de survivre aux lourdes campagnes de bombardement des forces américaines. Les tunnels n'étaient pas de simples cachettes. Il s'agissait de systèmes souterrains entiers comprenant des quartiers d'habitation, des salles de stockage, des caches d'armes, des cuisines et même des hôpitaux de fortune. Certains des réseaux de tunnels les plus célèbres, comme ceux de Cu Chi, étaient si sophistiqués qu'ils permettaient aux Viet Cong de vivre et de se battre entièrement sous terre pendant de longues périodes. Ces tunnels sont devenus un cauchemar pour les soldats américains, qui étaient souvent envoyés dans ces passages étroits et claustrophobes pour débusquer l'ennemi. Les dangers de la guerre dans les tunnels étaient immenses. Les soldats devaient naviguer dans des espaces sombres et étroits, avec une visibilité réduite, sans savoir s'ils allaient rencontrer des serpents piégés ou des combattants ennemis armés en embuscade. De nombreux soldats qui entrèrent dans les tunnels, connus sous le nom de rats des tunnels, devaient se fier à leur instinct et à leur courage face à la menace constante de mort ou de blessures dans un environnement qui ressemblait plus à un film d'horreur qu'à un champ de bataille. Reportage sur la brutalité des reportages de guerre. La guerre du Vietnam a été unique en son genre, dans son niveau d'accès aux médias, les journalistes et les correspondants de guerre ayant bénéficié d'une exposition sans précédent au conflit sur le terrain. Cet accès direct a amené les réalités brutales de la guerre dans les salons de millions de personnes à travers le monde. Pour la première fois, le public a été témoin des horreurs des combats, des victimes civiles et des crimes de guerre à travers les écrans de télévision et les journaux. La nature graphique de ces reportages était sans précédent et a radicalement changé l'opinion publique sur la guerre. L'opinion publique a radicalement changé sur la guerre. Des journalistes comme Peter Arnett, David Halberstam et d'autres ont été intégrés aux troupes, documentant les violents combats, les souffrances des civils et le chaos d'une guerre qui semblait sans direction claire. Les images montraient souvent des soldats blessés, des villages bombardés et des paysages brûlés, offrant aux gens de retour chez eux un aperçu sans filtre de la dévastation au Vietnam. L'un des moments les plus choquants a peut-être été la diffusion des images du massacre de My Lai, où des centaines de civils vietnamiens, non armés, dont des femmes et des enfants, ont été tués par des soldats américains. Le contraste frappant entre le récit officiel du gouvernement sur la guerre et la réalité brutale décrite par les journalistes a alimenté l'indignation et accru le sentiment anti-guerre. La télévision en particulier a joué un rôle important dans la perception du public. Les images étaient crues, émouvantes et implacables, montrant au monde que la guerre n'était pas une noble bataille pour la liberté et la démocratie, mais un bourbier de violence et de souffrance. Alors que de plus en plus de rapports faisaient état de victimes civiles, de soldats remettant en question la guerre, et de l'utilisation généralisée d'armes chimiques comme le napalm et l'agent orange, l'opinion publique américaine a commencé à s'interroger sur la légitimité de l'effort de guerre. Bataille de Hamburger Hill. L'une des batailles les plus célèbres et les plus controversées de la guerre du Vietnam a été la bataille brutale pour la colline 937, mieux connue sous le nom de Hamburger Hill. Cette bataille, qui s'est déroulée en mai 1969, a vu les forces américaines, principalement des soldats américains, s'affronter. Français. Les soldats américains de la 101e division aéroportée ont mené un assaut de 10 jours contre les forces nord-vietnamiennes bien retranchées. Le surnom de Hamburger Hill vient de l'intensité des combats, les soldats les comparant à être mâchés comme de la viande de hamburger. La bataille s'est déroulée dans la vallée d'A Chao, une zone stratégiquement importante près de la frontière laotienne. L'armée américaine avait pour objectif de capturer la colline pour perturber les lignes d'approvisionnement nord-vietnamiennes, mais le prix à payer était extrêmement élevé. Jour après jour, les troupes américaines ont escaladé la colline escarpée et couverte de jungle, faisant face à des tirs de mitrailleuses lourdes, à des attaques de mortiers et à des bunkers bien fortifiés. Les pertes ont été importantes des deux côtés, les forces américaines ayant subi près de 400 blessés et 72 morts. La brutalité pure de la bataille, combinée à l'extrême difficulté du terrain, en a fait l'une des rencontres les plus éprouvantes de la guerre. Ce qui a rendu Hamburger Hill encore plus controversé, c'est la décision d'abandonner la colline peu après sa capture, ce qui a conduit de nombreux soldats à s'interroger sur le but de leur sacrifice. Pour eux,
Cela ressemblait à une perte de vie humaine insensée pour une colline qui n'avait que peu de valeur stratégique à long terme. Consommation de drogue parmi les soldats. La guerre du Vietnam a eu un impact psychologique énorme sur les soldats américains, et beaucoup se sont tournés vers la drogue pour faire face au stress, à la peur et au traumatisme incessant du combat. Parmi les substances les plus couramment utilisées figuraient la marijuana et l'héroïne, qui étaient facilement disponibles dans la zone de guerre. L'utilisation de ces drogues est devenue si répandue que dans les dernières années du conflit, on estimait que jusqu'à 35% des soldats américains avaient essayé l'héroïne, et beaucoup plus fumaient régulièrement. Pour de nombreux soldats, la consommation de drogue offrait une échappatoire temporaire aux horreurs de la guerre. Le combat brutal dans la jungle, la menace constante des embuscades et l'ambiguïté morale de la guerre elle-même ont conduit à des sentiments d'isolement, de peur et de désillusion. Dans ce contexte, la drogue est devenue un moyen d'atténuer la douleur et d'oublier la violence et la mort quotidienne. Elle était souvent considérée comme un moyen de se détendre et de créer des liens avec ses camarades soldats, offrant une forme de soulagement plus puissante, bien que dangereuse. Cependant, la consommation généralisée de drogue a également eu de graves conséquences. De nombreux soldats sont devenus dépendants, ce qui a entraîné des problèmes de performance, des problèmes de discipline et même des overdoses. L'armée a d'abord fermé les yeux sur le problème de la drogue, mais à mesure que la situation s'aggravait, des efforts ont été déployés pour lutter contre la consommation de drogue par le biais d'arrestations et de programmes de réhabilitation. Malgré tout, la guerre a laissé de nombreux vétérans aux prises avec une dépendance à long terme, ce qui a aggravé les cicatrices psychologiques qu'ils ont ramenées chez eux.